Comment s'expatrier en Thaïlande? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui les amis, on va lier l'utile à l'agréable car je fais mes pas actuellement à Bangkok et on me demande souvent comment faire. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour vous expatrier si vous en avez envie. Ce qu'il est réellement possible de faire car beaucoup de personnes ne vous disent pas tout lorsqu'il s'agit de l'expatriation en Thaïlande. Ça sort un peu des sujets que je fais d'habitude et donc voilà. Et avant tout, si vous êtes coach en ligne, que vous voulez vous développer, que vous voulez vous expatrier, vous voulez devenir un meilleur coach en ligne, j'ai lancé mon mentoring pour les coachs. Vous pouvez faire une demande, encore une fois c'est sur candidature, le lien est dans la description de cette vidéo. Également j'ai sorti mon guide nutrition sans question autour de la nutrition, j'ai déjà de très bons retours dessus, le lien est également dans la bio, donc voilà, ça c'était la petite part de publicité un peu. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais je disais, le lien est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment s'expatrier en Thaïlande. J'habite à Bangkok depuis presque 2 ans et j'ai condensé, encore une fois, dans cette vidéo, les informations que vous avez réellement besoin de savoir si vous voulez partir. Et donc, on va parler de visa, on va parler de coût de la vie en Thaïlande, on va parler de logement en Thaïlande, on va parler de travail en Thaïlande, comment bien s'intégrer, santé et sécurité également, déménagement, d'une manière globale, si vous voulez déménager des choses, éducation, on va parler du coût de la vie d'une manière générale, donc voilà, j'ai regroupé un petit peu tout ça dans mes notes, et donc on va faire une petite vidéo un petit peu tranquille, donc c'est parti. Comme ça, si tu veux changer de main, profite. Bon, premier point, le plus important, le plus essentiel si vous voulez déménager en Thaïlande, les visas. Tout simplement, car encore une fois, il y a de grandes chances, si vous voyez des personnes qui sont actuellement en Thaïlande, il y a de grandes chances qu'elles n'habitent pas réellement en Thaïlande, qu'elles font un peu des allers-retours, et ça, c'est moyennement légal, donc on va parler des moyens légaux. Donc, le visa, je vais parler du premier visa qui existe, mais ça ne concerne sûrement pas la plupart des personnes qui me regardent, c'est le visa retraite, c'est au-dessus de 50 ans, et vous pouvez passer votre retraite en Thaïlande. Je ne connais pas très bien ce visa, donc je ne peux pas vous en parler avec grande précision, mais c'est un des visas qui existe si jamais ça vous intéresse. Les visas les plus connus qui existent et qui permettent aux personnes de vivre en Thaïlande, c'est le visa Muay Thai, le visa éducation, le nouveau visa DTV et le visa élite. Et déjà, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacun de ces visas si ça vous intéresse. Les visas déjà où vous allez être le plus limité, ça reste les visas Muay Thai et éducation. À ma connaissance, ce ne sont que des visas que de 1 an. Et ce n'est pas des visas qui vous permettent de travailler, c'est des visas qui vous permettent tout simplement de rester là pendant 1 an et en échange, soit vous faites des cours de Muay Thai, soit vous prenez des cours de langue. D'ailleurs, c'est un peu une combine avec beaucoup de personnes car il n'y a pas spécialement énormément de personnes qui font vraiment leurs cours de langue. C'est-à-dire que vous vous inscrivez dans une école, ils font semblant de dire que vous faites des cours alors que vous n'en faites pas. Mais ça peut vous poser un problème car si un jour vous arrivez à l'aéroport, que vous êtes censé avoir fait des cours de thaï, vous avez fait un aller-retour et que vous ne parlez pas du tout thaï, ça passe relativement moyen et je connais des personnes à qui c'est arrivé et ça ne s'est pas très bien passé ensuite. Donc ça c'est le premier type de visa, mais vous êtes limité parce que, encore une fois, c'est un visa où vous devez quand même payer des impôts en France car vous êtes toujours résident fiscal français même si vous êtes en Thaïlande pendant une certaine période de temps, ou vous ne pouvez pas créer de société. Pour moi c'est un visa, c'est sympa si jamais vous voulez passer 1 an de vacances en Thaïlande. Ça c'est le premier type de visa. Le deuxième type de visa, c'est le nouveau visa qui s'appelle le visa DTV. Et visa DTV, ça veut dire quoi déjà, Flo? C'est digital. Bon, je crois que c'est un peu digital nomade, enfin c'est pas tout à fait la même chose. Le visa DTV, c'est un visa de combien? 5 ans? C'est ça. 5 ans, et c'est 5 fois 1 an, je crois. C'est 1 an renouvelable 5 fois. Sortir au moins 1 fois par an, sauf sous dérogation. Donc c'est 1 an renouvelable 5 fois, en gros. Bon, quelque chose comme ça. C'est un visa qui ne vous coûte pas cher, car ça coûte quoi? 200 € à faire? 350 € à faire, et ça vous permet de rester sur le long terme en Thaïlande. Donc ça, c'est le visa, on va dire, désormais le plus connu. Le principal inconvénient du visa DTV, c'est que vous êtes toujours résident fiscal français. Vous n'êtes pas résident fiscal thaï, et ça c'est un gros problème, car ça ne vous permet tout simplement pas d'avoir des avantages fiscaux. Donc demain, vous devrez toujours payer vos impôts sur les sociétés sûrement en France, car vous aurez toujours votre entreprise en France, et votre impôt sur le revenu également en France. Mais ça vous permet de vivre en Thaïlande, de sûrement vivre à un coût moins élevé que si jamais vous viviez en France, et ça reste quelque chose de positif. Ça, encore une fois, je pense que c'est un visa qui est bien si vous n'êtes pas sûr de vouloir rester en Thaïlande sur le moyen long terme. Et voilà par rapport à ça. Également par rapport au visa DTV,
vous devez montrer plusieurs preuves. Preuve de revenus, d'une certaine somme sur un compte bancaire. Il y a quoi d'autre comme formalité à avoir? Vous devez avoir un passeport valable, bon ça c'est plutôt normal, vous devez avoir une adresse ici. Donc voilà en gros ce dont vous avez besoin, et ça c'est le visa long terme le plus accessible, car ça reste le visa long terme le moins cher. Le deuxième et le dernier type de visa qui existe si jamais vous voulez emménager en Thaïlande, c'est le visa élite. Le visa élite, c'est un visa à moyen long terme, donc vous avez 5, 10 ou 20 ans. Il y a plusieurs particularités, même si le visa élite, ça a changé ces dernières années. Déjà au niveau des coûts, ça a changé. Je crois que maintenant, pour 5 ans, c'est environ 20 000 €. Alors ça vous paraît peut-être exagéré pour certains, mais vous avez un avantage avec le visa élite qui va peut-être changer, ou du moins qu'il voulait changer, c'est que vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à N+1. C'est-à-dire que tous les revenus que vous rapatriez un an après les avoir touchés, vous n'êtes pas imposable dessus. Ça, c'était la règle de base, mais visiblement, ça a un petit peu changé. Ils ne voulaient pas taxer des revenus de l'international, au final, ils le font un petit peu. Donc ça, en réalité, c'est probablement un des points plus ou moins négatifs du visa élite. C'est-à-dire que vous pouvez rester longtemps et potentiellement optimiser votre fiscalité, mais le réel problème, c'est que c'est visiblement changeant. Donc il faut faire attention à ça. Vous avez également d'autres avantages avec le visa élite. Vous avez un contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des membres du service élite pour les transferts d'aéroport, pour ces choses-là. C'est peut-être du détail, mais ça rentre dans un service qui est relativement bon. Donc ça, c'est le dernier type de visa. Et les visas, ça va forcément continuer d'évoluer en 2025. C'est-à-dire qu'on a vu que le visa élite, ça existait pendant des années, et subitement, en 2023, ils ont décidé de changer les coûts de ce visa. Donc je pense que même chose, le visa DTV, ils avaient parlé qu'ils allaient le faire, ils ne l'avaient pas fait, au final ils le font depuis, on va dire, le début de l'année, fin d'année dernière, mais ça sera probablement changeant aussi au fur et à mesure du temps. Et en réalité, une fois que vous avez ces visas-là, vous arrivez, c'est très simple, il y a juste une règle en Thaïlande, tous les 3 mois sur le territoire, vous devez aller faire, en gros, tamponner votre passeport ou qu'il y ait un papier dedans pour déclarer, en gros c'est une déclaration tous les 90 jours, ça c'est une contrainte, mais vous n'avez pas le choix si vous n'êtes pas thaï. Tous les visas, tout le monde, même les personnes qui ont des visas de travail ici, doivent faire une déclaration tous les 90 jours pour dire où est-ce qu'ils habitent en Thaïlande. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point par rapport à la Thaïlande, c'est le coût de la vie. Première question qu'on me pose souvent, quel est le budget mensuel moyen pour vivre en Thaïlande? Alors le logement, même chose, le logement, ça dépend où vous allez habiter, mais je vais parler de Bangkok. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sous-estimer les prix des logements à Bangkok. Et ça va dépendre de nombreuses choses. Ça va dépendre de là où vous voulez habiter, c'est-à-dire que quand vous vivez dans le centre, c'est-à-dire Sukhumvit, les stations c'est Asok, Phromphong, Eka Mai. Bon, Nana c'est plus ou moins dans le centre, même si je ne recommande pas spécialement d'habiter là-bas, sauf si vous venez en Thaïlande pour les mauvaises raisons, mais ça on pourrait en parler. Mais si vous voulez vivre dans ces endroits-là, c'est comme si vous viviez dans le centre-ville d'une capitale. Donc oui, ça va être relativement cher. Et il est très peu probable que vous ayez un logement de, on va dire, 80 mètres carrés, plus ou moins 5 mètres carrés, à moins de 2 000 € par mois. Et les personnes qui vont dire peut-être, oui, mais si c'est possible, oui, mais vous n'aurez pas les condos dont toutes les personnes parlent, c'est-à-dire un logement moderne avec piscine ou quoi. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est le mieux, mais je dis que c'est à peu près la norme. Ce que je vois souvent, c'est que si vous voulez un appartement qui n'est pas spécialement moderne, 100 mètres carrés dans le centre, c'est environ 50 000 bahts. Si vous voulez un appartement d'environ 100 mètres carrés, mais cette fois-ci dans un condo relativement moderne, là on s'approche plus facilement des 80 000 bahts par mois. Donc ce qui représente plus de 2 000 €, et pour certaines personnes c'est très élevé. Après vous pouvez avoir des logements également très peu chers. Je connais des personnes qui ont des logements qui font 20 mètres carrés à peu près, donc un studio, dans une localisation qui est, on va dire, moyenne, mais qui n'est pas mauvaise du tout, aux alentours de 10 000 bahts par mois. Et 10 000 bahts, c'est quoi? C'est 300 € à peu près. Donc vous voyez, c'est tout de suite bien moins cher. Donc vous avez beaucoup d'options, et ça dépend, encore une fois, on se réfère toujours à la même chose, la manière dont vous voulez vivre en Thaïlande. Et il y a certaines personnes, si elles viennent vivre en Thaïlande, c'est pour vivre bien leur vie et pas faire économie sur économie. Donc ça, encore une fois, ça dépend, mais les logements, ça varie énormément en fonction, encore une fois, de ce que vous voulez. C'est comme dans tous les pays, et c'est pour ça que c'est un petit peu vague ce que je dis là, mais c'est pour vous donner encore une fois une ordre d'idée un ordre d'idée de ça.
Bon, ensuite, concernant la nourriture et combien ça coûte en Thaïlande, même chose, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez commander? Alors, il y a la culture ici, c'est de manger à l'extérieur ou de commander ses plats, notamment sur Grab. Et là, ça c'est très variant. Ça peut vous revenir entre 5 € le plat et 20 €. Ça dépend ce que vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous faites vos courses, il y a de grandes chances, et que vous cuisinez tout vous-même, que ça vous revienne moins cher qu'en France. Et là, quand je dis moins cher, on parle probablement de l'ordre. Alors, si vous consommez des produits un peu plus locaux et pas trop internationaux, au moins 20 à 30% de moins qu'en France en termes de coûts. Et après, également, ça dépend de la qualité de ce que vous voulez. C'est-à-dire que la plupart du temps, par exemple, je commande moi la viande sur un site, ça s'appelle Paléo Roby. C'est de la viande, on va dire, un petit peu bio. Et ça coûte quand même relativement plus cher. C'est-à-dire que le poulet, on est plus vers quasiment 20 € le kilo, alors qu'ici, il y a beaucoup de poulets que vous avez plus vers 6-10 € le kilo. Donc on est quasiment au double du prix, mais c'est de la viande qui est très bonne, et encore une fois, ça va dépendre de ça. Mais pour le coup, la nourriture, là, c'est indéniable, c'est une des choses que vous pouvez avoir moins cher qu'en France lorsque vous cuisinez vous-même. La mention spéciale, c'est pour les restaurants. Si vous aimez demain les restaurants, je ne sais pas, internationaux, vous mangez peut-être en France, italiens ou autres, ça, c'est le même prix qu'en France, voire un peu plus cher de ce qu'on peut voir, et facilement, entrée, plat, dessert, c'est 50-60 € par personne, suivant les restaurants, à Bangkok, dans un restaurant italien. Donc voilà par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question par rapport au coût de la vie? Transport. Les transports ici, c'est relativement bien. Donc vous avez Grab. Grab, c'est l'application où vous pouvez commander à manger, mais vous pouvez aussi commander, comme sur Uber, des voitures et des scooters. Alors là, c'est beaucoup moins cher qu'en France. C'est-à-dire que des petits trajets en voiture ici, ça va être sûrement entre 3 et 15 € suivant la distance. Et 15 €, c'est probablement plus pour aller à l'aéroport ou autre. Quand en France, à Paris, quand vous avez Uber pour une petite course, c'est facilement 20 € souvent. Donc ça, c'est pour le coup le truc vraiment moins cher. Et également, ici, vous avez un grand réseau de... Alors, métro, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais il y a beaucoup de lignes de BTS, c'est-à-dire le métro aérien, Skytrain. Et là, ça vous revient facilement moins. Enfin, un ticket de métro à Paris, c'est quoi? C'est 2 € ou 2,20 €? 2,50 €. Ouais, par là. 2,50 € ici. Ici, vous payez comme partout en Asie, ça dépend de la distance. Mais la plupart du temps, ça vous revient moins cher que ça. Hein. C'est 10 bahts par station, je crois. Voilà, 10 bahts par station, 30 centimes la station. Donc ça dépend, encore une fois. Mais ça couvre une grande zone et c'est très très pratique. Mais donc ça, également, c'est une des choses où vous pouvez économiser facilement de l'argent en Thaïlande. Les options pour ouvrir un compte bancaire en Thaïlande. Alors ça dépend de votre type de visa. Si vous avez un visa éducation, ça peut être plus ou moins compliqué. C'est-à-dire que si vous avez un visa classique éducation dans une école de langue, je crois que c'est pas possible d'ouvrir un compte bancaire, ou du moins c'est très dur. Si vous êtes en échange scolaire, par exemple pour un master, là à ma connaissance c'est possible d'avoir une banque ici. Également, si c'est possible d'avoir un compte bancaire ici, si tu as le visa DTV, je crois pas. Hein. Ça dépend des banques. Ensuite, si vous avez le visa DTV, même chose, ça peut être un peu compliqué d'ouvrir un compte bancaire ici. Si vous avez le visa Elite, c'est très simple. En un jour, c'est fait soit à la banque Kasikorn Bank, soit à Bangkok Bank. Donc, potentiellement, ça peut être un des trucs compliqués. Pourtant, c'est très très pratique d'avoir un compte bancaire ici, notamment lorsqu'il s'agit de payer un loyer pour que ça soit la bonne conversion. Les deux options que vous avez en Thaïlande, si vous n'arrivez pas à avoir de compte bancaire, c'est Revolut, évidemment, que vous connaissez sûrement, et c'est Wise qui vous permet également de ne pas avoir de frais sur vos transferts internationaux. Donc ça peut être également quelque chose de bien. Mais donc, morale de l'histoire, c'est compliqué d'avoir un compte bancaire si vous n'avez pas le bon visa ici. Ensuite, par rapport du coup au logement, et pour revenir là-dessus, donc je vous ai donné un peu les tarifs ici, mais vous avez 3 grands types de logements à Bangkok. Vous avez les maisons, bon là il y a des maisons autour, nous on n'habite pas dans une maison. Vous avez les appartements, donc comme un appartement en France, et ensuite vous avez les condos. Les condos, c'est des appartements avec des services, donc c'est là où vous allez avoir les fameuses piscines que vous voyez sur Instagram, jacuzzi, salle de sport, et surtout la particularité d'un condo, et c'est ce que j'apprécie, et on en a parlé dans le dernier podcast que j'ai fait avec Brian et Nico qui habitent aussi en Thaïlande, c'est tout simplement que si demain vous avez un problème, je ne sais pas, il y a une ampoule qui ne fonctionne plus dans votre appartement, ils viennent la changer le jour même. L'autre jour, on a eu des problèmes, il y avait 2 prises électriques qui ne fonctionnaient pas.
on leur envoie un message sur Line, donc c'est WhatsApp en Thaïlande, et ils viennent dans les 15 minutes. Mais donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Alors forcément, quand vous comparez le prix des maisons, des appartements et des condos, les condos, c'est beaucoup plus cher. Mais du coup, c'est bien plus pratique. Et si vous êtes dans un bon condo récent, il y a de grandes chances que les services soient vraiment au top. Et ici, vous avez des condos incroyables à Bangkok. Après, encore une fois, les prix, ça va varier. Il y a des condos qui sont très chers pour ce que c'est, mais c'est une des choses qui est relativement bien. Et quelles sont les démarches pour louer un appartement en Thaïlande? Alors là, même chose, c'est rien de plus simple. Vous devez payer 2 mois de caution et 1 mois à l'avance. Donc dès que vous dites au propriétaire « Ok, je veux cet appartement », vous payez 1 mois. Dès que vous emménagez, vous payez 2 mois de caution que vous récupérez à la fin. Ça, c'est la première option. Et la deuxième option que moi j'ai faite parce que je trouve que c'est mieux, j'ai payé 6 mois à l'avance pour avoir une réduction, tout simplement. Et c'est très très simple également ici de négocier le prix de votre appartement. Et d'ailleurs, quand vous voyez le prix d'un appartement, n'hésitez pas à tenter de le négocier parce qu'il y a énormément d'appartements disponibles en Thaïlande par rapport à la demande. Donc négocier, c'est quelque chose qui se fait. Et même d'ailleurs, c'est souvent les agents qui vous proposent de négocier pour vous. Donc ça, c'est plutôt facile. Et pour emménager, même chose, c'est extrêmement simple. Vous emménagez la semaine après avoir visité l'appartement. Donc ça, c'est pas comme en France. Et puis, dernière chose également importante à mentionner, vous n'avez besoin de rien ici. La seule chose qu'ils m'ont demandé, c'était vous venez d'où, et donc une preuve de passeport, et quel type de visa est-ce que j'ai. Et ils n'ont même pas demandé une copie du visa. Ils m'ont juste demandé le type de visa que j'avais. Et donc, encore une fois, c'est la même chose, c'est extrêmement simple. Et c'est juste, vous avez juste à payer. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif si vous voulez venir ici. Où est-ce qu'il y a le plus de Français à Bangkok? Alors, de ce que j'ai pu voir, à Bangkok, il y a le plus de Français autour de Phrom Phong et à Sathorn. Donc pour les gens qui connaissent, il y a beaucoup de Français autour, notamment de la station Saint-Louis, du coup, à Sathorn. Et mais là, c'est un quartier qui est un peu plus calme, qui est un peu plus business et qui est moins vivant, on va dire, que Phrom Phong et autres. Et donc ensuite, par rapport au contrat de location, vous avez 3 types de contrats, souvent ici, c'est 6, 12 ou 24 mois. Vous ne pouvez pas faire mois par mois, sinon c'est du Airbnb. Vous pouvez faire 6 mois, mais ça va vous revenir plus cher. 12 mois, c'est la norme. Et 24 mois, même chose. Vous pouvez négocier encore plus le prix lorsque vous avez un contrat 24 mois. Ensuite, lorsqu'il s'agit de travail en Thaïlande, la chose est, vous ne pouvez pas travailler sauf si vous avez un visa de travail avec un contrat de travail. Si vous avez le visa DTV, en fait, vous travaillez, mais pour votre entreprise qui est en France où vous serez imposé. Et quand vous avez le visa élite, c'est un petit peu compliqué. Ça dépend vraiment de ce que fait votre entreprise, de là où vous êtes. Vous n'êtes pas vraiment censé travailler en Thaïlande, même si c'est en ligne. C'est un petit peu plus complexe par rapport à ça. Mais en gros, quand vous arrivez en Thaïlande et que vous avez ce type de visa-là, vous n'avez pas énormément de droits. Sauf si vous avez vraiment un visa de travail. Mais voilà, et puis quand vous avez un visa DTV, vous travaillez en fait pour votre entreprise en France, vous payez vos impôts en France, vous ne payez pas vos impôts en Thaïlande. Et après, évidemment, vous pouvez réussir à avoir un travail en Thaïlande, mais je ne connais pas énormément de personnes qui choisissent cette option-là. Beaucoup plus de personnes choisissent l'option de travailler pour eux-mêmes et avoir des avantages fiscaux en Thaïlande. Donc ça, c'était plus la partie travail. Et ensuite, par rapport à la santé, les précautions sanitaires, ici, quand vous venez ici, buvez pas l'eau du robinet. Alors même si à Bangkok, à ce qui paraît, c'est relativement potable par rapport à d'autres pays en Asie. Par exemple, si vous allez en Chine, ne buvez vraiment pas l'eau du robinet. Mais à Bangkok, c'est relativement potable. Après, j'irai pas la boire, mais pour faire cuire le riz, je pense pas que ce soit un problème. Faites-vous vacciner avant de venir. Et également, n'hésitez pas à prendre une assurance. Alors, si vous habitez vraiment en Thaïlande, prenez la meilleure assurance que vous puissiez trouver, parce que sinon, encore une fois, vous n'allez être couvert de rien. Ici, si vous allez à l'hôpital, on va pas vous faire passer, vous faire opérer et ensuite vous allez régler. C'est vous devez payer immédiatement. Donc, même chose, ayez une bonne assurance. Il y en a énormément. Il y a AXA, il y a April International, c'est ce que j'avais avant et c'était relativement bien. J'étais remboursé relativement rapidement lorsque j'avais fait certaines choses. Ils demandaient d'ailleurs pas beaucoup de justificatifs. Vous avez également Muang, c'est une assurance Thaï. Et même chose, c'est pas mal. Là, pareil, ça dépend du visa que vous avez. Il y a certaines assurances, si vous n'avez pas le bon visa, qui n'acceptent pas du tout votre demande. Donc ça, faites attention à ça. Et une assurance, ça dépend de ce que vous voulez, mais ça va vous coûter entre 50 et 200 € par mois. J'ai pas envie de dire le plus, le mieux, mais faites attention. Et dites-vous encore une fois, lorsque vous allez faire énormément d'économies en Thaïlande sur plein de choses,
peut-être investissez un peu plus de votre argent dans ces assurances-là, car ici, il y a de nombreuses personnes qui ont des accidents de scooter, il y a de nombreuses personnes également qui font des allergies, des choses comme ça, et qui ont des problèmes parfois à cause de l'alimentation. Donc faites attention à ça et ne négligez pas ce budget-là. Et comment fonctionne le système de santé? Alors, j'ai jamais eu de vrais gros problèmes ici, mais la plupart des choses que j'ai faites, c'était souvent dans des cliniques qui sont un peu plus privées. Je regardais toujours que ça soit remboursé en partie par l'assurance. Et par contre, ça va très rapidement. C'est-à-dire que pour le dentiste, par exemple, vous prenez un rendez-vous, vous avez le rendez-vous le jour même ou le lendemain. Et également par rapport à la santé, alors j'avais regroupé cette partie dans la partie santé et sécurité. La sécurité en Thaïlande, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori, et moi j'en avais il y a longtemps avant de venir en Thaïlande, où je pensais que c'était un peu plus risqué. Alors pas que c'était, voilà, mais que c'était un peu plus risqué que ça l'est. En réalité, je me suis jamais senti en danger en Thaïlande. J'ai jamais vu des gens se battre en Thaïlande. Enfin, là où je suis, alors je sais qu'il y a des gens souvent qui se battent à Khao San Road, mais ceux qui se battent, c'est des étrangers, ce n'est pas des Thaïs. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne expatriée à Bangkok, les personnes vous diront la même chose, ils se sentent en sécurité, même lorsque vous sortez à 2 h du matin. Et pas que là où nous on habite, mais dans plein d'endroits, vous vous sentez relativement en sécurité, c'est agréable de marcher, on peut avoir notre téléphone dans le métro à la main, le poser quelque part. J'ai pas envie de dire il n'y a personne qui vole, mais demain par exemple si vous allez boire là j'ai bu un petit hibiscusti dédicace à Florian Poisson, Denis Gallois également qui a bien aimé, Rémi Gallois. Quand vous posez au Starbucks votre téléphone sur la table, ici, pour réserver votre place, personne ne vient vous le voler. Personnellement, je n'irais pas laisser dans certaines villes en France mon téléphone au Starbucks sur la table pour prendre la place, parce que je pense que je reviens et j'aurai plus de téléphone. Et j'aurai peut-être même pas la place d'ailleurs. Donc ici, je trouve qu'on est quand même... alors plus en sécurité, oui. Également le complexe dans lequel... lorsque vous habitez dans un condo, le complexe est sécurisé. C'est-à-dire que vous arrivez, vous devez passer votre carte pour accéder à ça. Pour accéder à votre étage dans l'immeuble, vous devez également passer une carte. Pour repasser une porte, nous on en a encore une autre, on doit repasser une carte. Donc vous avez une triple sécurité pour rentrer chez vous. Donc ça c'est quand même fantastique, entre guillemets. Et on ne se sent pas en danger lorsqu'on est en Thaïlande, ça craint pas. Le soir, même chose, il n'y a pas de problème, il y a plein de personnes ici qui se battent. Enfin par exemple, ce que j'expliquais dans un podcast, c'est les personnes ultra riches. Ici sont vraiment ultra riches. Et le haut du panier en Thaïlande est plus dans le haut du panier qu'en France. Et donc, il y a des personnes qui se baladent avec des grosses montres et visiblement, il n'y a pas énormément de problèmes ici. Donc, par rapport à la sécurité, du moins, c'est pas le plus grand de mes soucis ici. Également, par rapport juste plus au coût Internet et tout ici, je crois déjà que la couverture 5G en Thaïlande est à peu près 50 fois meilleure qu'en France, et il y a la 5G partout. Un téléphone, la plupart du temps... Alors, je connais très peu de personnes ici qui prennent un abonnement de téléphone. La plupart des personnes prennent des cartes... prépayé, vous rechargez au fur et à mesure et ça vous revient sûrement moins cher qu'en France. Mais après, ça dépend encore une fois de la quantité de données que vous consommez. Et ensuite, pour un abonnement Internet, vraiment avec quoi? C'est 1 giga de débit, 1 giga d'upload. Là, c'est une trentaine d'euros par mois. Donc ça va. Ça dépend, vous pouvez même avoir moins cher, ça dépend si vous prenez la télé ou pas. Mais il y a de grandes chances que là, encore une fois, vous fassiez des économies. Mais donc, pour conclure un petit peu cette vidéo, donc déménager en Thaïlande, c'est relativement simple, mais encore une fois, assurez-vous, même chose, d'avoir un travail qui est relativement stable pour ne pas avoir à revenir dans votre pays d'origine si vous n'avez pas envie. Ça, c'est la première chose. Suffisamment d'argent de côté si jamais vous avez un problème ici, et même chose, pour louer votre logement à l'avance, comme je l'ai expliqué, ayez quand même de l'argent de côté. Ne venez pas négliger votre santé et prenez une bonne assurance maladie quand vous êtes ici. Je connais beaucoup de personnes qui ont 0 mutuelle, 0 assurance maladie ici. Et ça, il faut faire attention parce que le jour où vous avez un accident, là, ça va vous coûter extrêmement cher. Comme partout, vous avez des hôpitaux et demain, vous avez un accident aux États-Unis, vous n'avez pas d'assurance pour les États-Unis, ça vous revient extrêmement cher. Et la dernière chose, c'est... J'irais pas dire ne venez pas en Thaïlande pour faire des économies, mais ça ne devrait pas être votre intention première. Votre intention première, si vous venez en Thaïlande, ça devrait être de profiter du cadre de vie auquel vous avez accès, qui est relativement sympa. Également, faites attention à vos dépenses, parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui viennent ici et qui dépensent beaucoup plus que ce qu'elles dépensent en France, parce qu'elles ont l'impression que les bahts thaïs, c'est pas du vrai argent. Donc ça, faites également attention. Et également, ne croyez pas que la vie en Thaïlande ne coûte rien. Vous avez de grandes chances de faire des économies, probablement sur les transports, probablement sur l'alimentation, mais sur le reste, sûrement beaucoup moins que ce que vous pensez.
Ah si, sur les services, j'en ai pas parlé tout à l'heure, les massages, mais les massages, je sais pas du tout combien ça coûte, je fais pas de massage. Mais à ce qui paraît, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte 5 fois moins cher qu'en France. Hein. Ouais, c'est que dalle. Ça J'en ai aide. pas fait, mais je sais que les prix, c'est... Voilà, donc les massages, c'est 5 fois moins cher qu'en France, donc voilà. Donc si vous avez envie de venir en Thaïlande, bah venez. Et puis envoyez-moi un petit message. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, semaine prochaine. On parlera peut-être des livres qui m'ont aidé en tant que coach ou quelque chose comme ça. J'avais l'idée de faire cette vidéo-là. Je ne sais pas si ça sera la prochaine vidéo ou celle d'après. Et puis, il y aura plein de vidéos sympas qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas fait, partagez la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine.